Bonjour, bienvenue dans votre bulletin géopolitique du 20 au 26 mars 2023. Un bulletin qui est assez chargé dans la mesure où beaucoup de nuages semblent s'accumuler en plusieurs régions. Nous allons voir cela tout de suite. Commençons par la Turquie au Moyen-Orient. Un nouveau retournement de situation dans la campagne présidentielle. Fatih Erbakan, le président du parti du bien-être, a annoncé qu'il avait mis fin au processus de candidature à la présidence et qu'ils étaient d'accord avec l'AKP sur les principes d'une candidature et de gouvernement à appliquer à l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, Fatih Erbakan renonce à se présenter à l'élection présidentielle. Fatih Erbakan, c'est le fils de Nekmettin Erbakan, le fondateur du mouvement islamique Milli Görüş, Vision nationale, ça veut dire, et qui a été Premier ministre en 1996-1997 avant d'être contraint à démissionner sous la pression des militaires. Peut être considéré comme un des maîtres à penser d'Erdogan dans son parcours, puisqu'il a été proche du Milli Görüş. Et donc, Fatih Erbakan a renoncé à se présenter. Si vous voulez, on considère qu'il est peut-être un petit peu plus islamiste ou un petit peu plus nettement qu'Erdogan. Mais donc, le fait qu'il renonce à se présenter, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Erdogan, surtout qu'il y a eu un accord d'association dans le cadre de l'Alliance populaire, qui est donc l'alliance ensuite dans les législatives qui doit servir Erdogan. Donc, naturellement, ça accroît à nouveau les chances de réélection de Recep Tayyip Erdogan à la tête de la Turquie. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, mais disons que, vous voyez, ça fait partie du genre de choses qu'on pouvait s'attendre à voir encore arriver, puisque je vous ai dit, il ne faut pas imaginer trop vite que Erdogan puisse être battu. En Syrie, jeudi, une base de la coalition dirigée par les États-Unis près de Hasakeh, dans le nord-est du pays, a été frappée par un drone d'origine iranienne. Le Pentagone a indiqué qu'un sous-traitant américain était mort et qu'un autre sous-traitant et 5 militaires avaient été blessés. Le vendredi, des forces américaines de la... Alors je suppose que ce sont des sous-traitants militaires, donc probablement des membres de compagnies militaires privées américaines, à moins que ce soit des sociétés qui sont employées pour le transport dans le cadre des opérations. J'ai pas eu la précision. Le vendredi, donc, des forces américaines et de la coalition ont été visées par 10 roquettes sur la base de Green Village, dans le nord de la Syrie, selon le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le CENTCOM. Les attaques n'ont pas causé de blessés côté coalition ni de dégâts, mais une habitation située à 5 km de la base a été touchée, causant des dégâts importants et blessant légèrement 2 femmes et 2 enfants, selon le capitaine américain Abigail Amok à l'AFP. Plus tard dans la journée de vendredi, des milices soutenues par l'Iran ont ciblé une base du champ gazier de Konoko, ce qui a entraîné une riposte aérienne des forces de la coalition sur des cibles de la ville de Deir ez-Zor, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des tirs de roquettes ont ensuite endommagé des installations de la coalition dans la base du champ pétrolifère d'Al-Omar et dans la campagne à l'est de Deir ez-Zor, causant des dégâts matériels, toujours selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et selon cette même source, le calme était revenu dans la région samedi matin. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré avoir ordonné, sur instruction du président Joe Biden, des frappes aériennes de précision dans l'est de la Syrie contre des installations utilisées par des groupes affiliés au corps des gardiens de la révolution islamique, donc l'armée idéologique de l'Iran, les fameux Pasdaran. Samedi, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, toujours lui, qui, je rappelle, est une organisation basée en Grande-Bretagne et qui a un vaste réseau de sources en Syrie et qui est souvent cité par les médias occidentaux, a indiqué que 19 personnes avaient été tuées dans les frappes américaines, 3 soldats du régime syrien et 16 membres des forces soutenues par l'Iran, parmi lesquels 11 ressortissants syriens. Tout prétexte pour attaquer des bases créées à la demande du gouvernement syrien pour lutter contre le terrorisme et les éléments de l'État islamique dans ce pays se heurtera à une contre-réponse immédiate, a déclaré le porte-parole de l'organe de sécurité iranien, donc des Pasdaran, cité par les médias iraniens. Donc voilà, l'idée c'est, on a été appelé pour lutter contre l'État islamique et on répondra si vous nous tirez dessus. Il s'agit de la première passe d'armes américano-iranienne depuis le rapprochement arabo-iranien d'il y a 15 jours. Côté américain, il s'agit de montrer qu'ils sont toujours dans la course et capables d'affronter l'Iran, bien sûr, afin d'éviter la poursuite de la bascule saoudienne en direction de l'Iran. Pour les Iraniens,
Il s'agit de reprendre leur politique agressive, puisqu'elle porte ses fruits, semble-t-il, avec ce qu'il faut de plus en plus, selon moi, interpréter comme une prise d'ascendant sur l'Arabie Saoudite, qui doit douter actuellement de la puissance américaine. Ainsi, cette semaine, on a aussi vu l'Arabie Saoudite rouvrir les relations diplomatiques avec la Syrie. Donc on voit que le mouvement continue. Comme vous le savez, moi, depuis longtemps, je pense qu'on va avoir une poussée impérialiste dans la région assez forte de l'Iran, qui peut aller jusqu'à la guerre. Hein. Dans mon atlas des guerres à venir, je parlais de frappes directes contre l'Arabie Saoudite, qui ont eu lieu d'ailleurs entre-temps. Il s'est passé des choses ces dernières années. Mais là, le mouvement se poursuit d'une manière plus diplomatique. Et très clairement, vu la façon dont ça a été fait sous l'égide de la Chine, qui est un allié de l'Iran. Pour moi, c'est quand même, d'une certaine manière, une forme de soumission. Je ne dis pas que c'est une défaite totale, hein, mais de l'Arabie Saoudite. Mais voilà, il y a, disons, une attitude prudente. Et quand vous avez une attitude prudente, alors que celui en face a une attitude très assertive, ben forcément c'est l'autre qui donne plutôt l'impression qu'il a remporté un succès dans l'affaire. Et clairement, ça doit commencer à inquiéter les Américains. Toujours dans la région et toujours concernant l'Iran, ou en tout cas l'Iran est concerné par l'affaire, entre Azerbaïdjan et Arménie. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a appelé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev pour offrir une assistance continue des États-Unis dans la facilitation des discussions de paix bilatérales avec l'Arménie. Je vous avais déjà dit ces derniers temps que plusieurs fois les Américains avaient encouragé les Azerbaïdjanais et les Arméniens à trouver un arrangement et les Azerbaïdjanais à cesser le blocus terrestre qu'ils ont mis en place contre l'Arménie. Le secrétaire Blinken a encouragé la recherche de solutions donc au problème et dit qu'il n'y a pas de solution militaire. Il a réaffirmé l'importance de rouvrir le corridor Latchin, c'est en particulier celui-là qui est bloqué par les Azerbaïdjanais, aux véhicules commerciaux et privés, et il a déclaré que les États-Unis attendaient la poursuite de la coopération de l'Azerbaïdjan sur le processus de paix. Et samedi 25 mars, la Russie, qui joue donc un rôle de médiateur dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, puisque je rappelle qu'elle fait partie, elle est censée avoir déployé des troupes pour protéger et pour s'assurer que les territoires encore aux mains des Arméniens restent dans leurs mains, en échange de la prise de contrôle d'un certain nombre de territoires qui avaient été conquis par les Azerbaïdjanais durant la guerre de 2020. Et donc c'est ce règlement commun qui avait été trouvé avec une forme de caution de la Russie pour mettre en place un cessez-le-feu. Donc la Russie, là, a accusé Bakou, donc les Azerbaïdjanais, de violer l'accord de cessez-le-feu qui avait mis fin justement à cette guerre de 2020. Selon le ministère russe de la Défense, une unité des forces armées azerbaïdjanaises a franchi la ligne de contact dans le district de Choucha, occupant une hauteur et commençant l'installation d'un poste. Donc ça, c'est du grignotage. Beaucoup dans les régions de montagne comme ça, c'est comme on en parle souvent dans l'Himalaya entre la Chine et l'Inde. C'est on prend une hauteur, on met un poste, on attend un peu, on reste en dessous du seuil de redéclenchement des hostilités, mais on grignote. Les soldats russes de maintien de la paix présents sur place ont pris des mesures pour éviter une escalade de la situation et les provocations des parties opposées. Alors je ne sais pas ce que c'est des mesures pour éviter une escalade, mis à part reculer, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas été indiqué, mais on arrive dans un contexte, vous allez le voir, qui laisse craindre une reprise à grande échelle des opérations militaires comme en 2020, puisqu'il a été question aussi de reconcentration de forces azerbaïdjanaises. Et dans un contexte qui désormais va très au-delà du simple duel Arménie-Azerbaïdjan, puisque le 21 mars, donc mardi dernier, les gardiens de la révolution en Iran ont émis des menaces directes à l'encontre du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, donc via 2 chaînes Telegram officielles qui s'appellent Sepa Pasdaran et IRGC Quds Nirouye Quds, je ne sais pas si c'est un truc qui est lié à la force Al-Quds, qui est une partie d'élite encore au sein des gardiens de la Révolution. En tout cas, selon les messages, la situation à la frontière nord de l'Iran est contraire aux intérêts iraniens, car elle indique que le régime de Bakou, qui est sous influence du régime sioniste, entre guillemets, évidemment, donc d'Israël, a l'intention de mener des actions hostiles contre l'Arménie. Les forces armées iraniennes ont clairement indiqué à Bakou et à ses partisans que cela aura des conséquences pour M. Aliyev, donc en nommant directement le président ennemi. Le message commence par une attaque personnelle contre lui, en suggérant que son état mental est altéré par la consommation de psychédéliques, ce qui fausserait son jugement et le conduirait à croire qu'en attaquant les zones frontalières de l'Iran et de l'Arménie, il pourrait prendre le contrôle de ces régions et obtenir des concessions de l'Iran en se livrant au chantage.
Alors vous vous souvenez que ça vient tout ça dans un contexte de tension accrue entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, puisqu'il y a une partie du nord-est de l'Iran qui est peuplée d'Azéris, que l'Iran accuse l'Azerbaïdjan d'agiter dans le sens d'un séparatisme pour les récupérer. En même temps, l'Azerbaïdjan est allié à Israël, ce qui déplaît beaucoup à l'Iran parce que ça met un allié d'Israël sur sa frontière. Il y a eu dernièrement, je le rappelle, un incident avec une attaque contre l'ambassade de l'Azerbaïdjan à Téhéran. Et j'en avais parlé dans un dernier bulletin. Donc, dans ce contexte, la déclaration des gardiens de la Révolution se termine par un avertissement. En cas d'acte stupide dans le Caucase, même si le monde entier vous appelle frère et que tous les États nucléaires vous soutiennent, les flèches des archers de ce morceau de terre séparé recoudront cette terre à sa patrie. Très, très lyrique. Hein. Mais donc on comprend que les Pasdaran font référence à leurs ambitions irrédentistes, en fait, puisque l'Azerbaïdjan, il faut s'en souvenir de son côté, est une ancienne province de l'Empire perse qui a été rattachée par la Russie au XIXe siècle. Donc autant ils ont peur que leurs Azéris aient un mouvement séparatiste en direction de l'Azerbaïdjan, autant eux-mêmes ils se disent qu'ils pourraient carrément récupérer l'Azerbaïdjan pour revenir à un état des frontières ancien. La chaîne Nirouye-Kots mentionne que pour toute action de Bakou visant à modifier les frontières géopolitiques, l'Iran cherchera une réponse militaire. Donc évidemment on comprend qu'il s'agit de l'Arménie, qui est une alliée de l'Iran, puisque l'Iran soutient l'Arménie, notamment pour embêter les Azerbaïdjanais. L'Iran considère, c'est une déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères qui date d'octobre 2022, dont je vous donne lecture. L'Iran considère la sécurité de l'Arménie et de la région comme sa propre sécurité, et la décision d'ouvrir le consulat général dans la ville de Gafan est une marque importante des relations millénaires que l'Iran entretient avec le peuple arménien. L'Iran donc, outre ce rapprochement, et pour avoir une sorte d'allié de revers, si vous voulez, contre l'Azerbaïdjan, et le fait que, en plus, comme l'Iran est allié à la Russie et que la Russie est alliée à l'Arménie, ça renforce un petit peu les liens trilatéraux. Il faut savoir que l'Iran considère que l'Arménie est sa seule voie commerciale vers l'Union européenne et donc est prêt à entrer en guerre pour préserver ses liens terrestres et l'intégrité territoriale de l'Arménie. C'est un peu comme le Gilgit-Baltistan pour la Chine, si vous voulez, ça fait partie de ces endroits dans les montagnes qui servent de passage. Et là, pour le coup, c'est une espèce de tunnel entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, qui sont tous les deux, alors l'un un État hostile à l'Iran et l'autre un État rival de l'Iran. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que la prise de l'Azerbaïdjan finalement par le bloc sino-russo-iranien, le cas échéant, permettrait de relancer le chantage au gaz contre l'Europe, sa prise ou son affaiblissement, puisque l'Azerbaïdjan a largement compensé par sa fourniture de gaz à l'Europe, via la Turquie, la fin de l'achat de gaz russe causé par la guerre en Ukraine. Donc la Russie et l'Iran qui sont allés désormais dans ce combat auraient tout intérêt, contre l'Europe, à couper ce robinet. Naturellement, ça ne se ferait pas tout seul, parce que une invasion ou des frappes contre l'Azerbaïdjan, ça risquerait de provoquer un affrontement direct entre la Turquie et l'Iran, et ça entraînerait probablement une intervention israélienne sous une forme ou une autre pour aider la défense de l'Azerbaïdjan, justement. En particulier à un moment où l'Arabie Saoudite se rapproche de l'Iran et où donc l'Iran se rapproche lui-même de la bombe. Israël ne pourrait pas se permettre de perdre l'avantage d'avoir un allié comme l'Azerbaïdjan sur la frontière nord de l'Iran. Donc en toute hypothèse, on constate que l'Iran a repassé la marche avant finalement, après s'être calmé depuis la mort de Soleimani. Là, on voit clairement qu'ils ont surmonté le Covid, ils ont surmonté les difficultés internes après l'avion civil qui avait été abattu au-dessus de Téhéran, après les manifestations de l'automne dernier. Ils sont soutenus par la Chine et la Russie, et donc ils retrouvent un net regain finalement d'assertivité entre le rapprochement soumission donc, de l'Arabie Saoudite et les manœuvres d'intimidation en direction de l'Azerbaïdjan. Et donc il est tout à fait possible que la situation dégénère. Surtout que je rappelle l'information datant de janvier dernier, dont j'avais parlé dans un bulletin, indiquant que Moscou doit livrer à Moscou à compter du 21 mars, donc c'était de la semaine dernière. Je n'ai pas réussi à trouver si on avait constaté effectivement ces livraisons, mais vraisemblablement il n'y avait pas de raison que ce ne soit pas le cas, vu que de l'autre côté, Moscou reçoit, j'en ai parlé la semaine dernière, des livraisons d'armes de la part des Iraniens, donc je ne pense pas qu'ils pourront les faire attendre pendant bien longtemps, et puis ils n'ont pas de raison de le faire. Donc ils devaient livrer 24 avions Su-35, donc les meilleurs chasseurs actuels
de la Russie, qui pourrait permettre d'offrir une bonne couverture aérienne à une éventuelle offensive iranienne en Azerbaïdjan. En tout cas, ça rendrait beaucoup plus difficile la protection aérienne de l'Azerbaïdjan par que ce soit les Turcs ou les Israéliens. Il faut ajouter à cela que l'Arménie, je le rappelle, est dans l'OTSC, l'Organisation du traité de sécurité collective, qui est l'équivalent de l'OTAN mais russe, si vous voulez. Donc c'est pas vraiment l'équivalent de l'OTAN, parce que c'est pas le même niveau, mais enfin c'est le même truc, c'est-à-dire c'est centré autour, en gros, ce sont les protectorats, l'alliance militaire autour de la Russie, et qu'il a été beaucoup reproché à la Russie de n'avoir jusqu'ici pas levé le petit doigt pour l'aider contre les attaques azerbaïdjanaises de ces dernières années, que ce soit celles qui avaient eu lieu en 2016 ou celles qui ont eu lieu en 2020. Donc la Russie aurait un casus belli valable en cas de nouvelle attaque de Bakou contre l'Arménie, qui encore une fois semblerait se préparer, puisque les Azerbaïdjanais se disent pour le coup que comme ils fournissent du gaz aux Européens et les Américains les embêteront pas, et en même temps ils se sentent protégés par la Turquie, donc why not. Donc à ce moment-là, la Russie aurait un casus belli dans le cadre de l'OTSC contre Bakou, et l'Azerbaïdjan, pour le coup, pourrait être menacé d'invasion à la fois par le nord par la Russie, ou de frappe en tout cas par le nord par la Russie et par le sud par l'Iran, puisque à ce moment-là, ça pourrait venir des deux côtés. Donc c'est une chose à avoir en tête, et la situation stratégique est encore compliquée par le fait qu'Israël est en ce moment empêtré dans une crise politique interne assez grave, puisqu'une réforme de la justice voulue par Benjamin Netanyahou est considérée comme une espèce de coup d'État par l'opposition, et que ça suscite depuis plusieurs semaines de virulentes manifestations dans le pays. Donc le Caucase à surveiller très nettement, que ce soit aussi en Géorgie où il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles, mais bon, on se souvient des menaces qui avaient été données par la Russie. Donc Géorgie, Azerbaïdjan, tout ceci est à surveiller, plus que jamais. On glisse rapidement vers l'Afrique avec l'Égypte, qui a officiellement rejoint la nouvelle banque de développement comme État membre, selon une note publiée mercredi 22 mars sur le site de cette institution financière. La nouvelle banque de développement a été créée par les pays des BRICS sur la base de l'accord intergouvernemental signé lors de leur 6e sommet à Fortaleza en juillet 2014. L'objectif est de financer des projets d'infrastructure et des projets de développement durable dans les États membres des BRICS et les pays en développement. La banque a précédemment, donc il y a quelque temps, reçu une notation de crédit international AA+, de Fitch Rating et Global Rating, et a approuvé plus de 90 projets totalisant 32 milliards de dollars dans les secteurs des transports, l'eau, l'énergie propre, les infrastructures numériques et sociales, ainsi que la construction urbaine. L'Égypte donc a obtenu le statut de membre le 20 février 2023, après avoir achevé les procédures nécessaires et rejoint les 5 membres initiaux que sont le Brésil, la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud, ainsi que le Bangladesh et les Émirats arabes unis. Donc l'Égypte s'intègre d'autant plus par cette mesure dans le cadre des BRICS. En Europe, en France, reprise des manifestations et accentuation de la crise de régime de manière tout à fait claire. Je ne m'attarde pas dessus puisque j'ai fait 2 formats cette semaine, un format court et un live qui sont consacrés à la question, donc je vous y renvoie pour savoir quelle est mon analyse là-dessus, parce que les faits, je pense que vous les connaissez. C'était difficile de passer à côté cette semaine. Autour de la Russie, alors que la situation sur le front s'est plutôt figée depuis 15 jours en Ukraine et qu'il semble que l'armée ukrainienne a testé le dispositif défensif russe dans certaines directions, probablement en vue de son offensive de printemps, le président russe Vladimir Poutine, lui, a affirmé samedi que Moscou allait déployer des armes nucléaires tactiques sur le territoire de son allié, le Bélarus. Il a indiqué « Nous avons déjà aidé nos collègues bélarusses et équipé leurs avions, sans violer nos engagements internationaux en matière de non-prolifération des armes nucléaires. 10 avions sont prêts à utiliser ce type d'armes. À partir du 3 avril, nous commençons à former les équipages et le 1er juillet, nous terminerons la construction d'un dépôt spécial pour les armes nucléaires tactiques sur le territoire de la Biélorussie. » Selon Vladimir Poutine, cette décision a été motivée par la volonté de Londres d'envoyer des munitions à uranium appauvri à l'Ukraine. Et le président a menacé de recourir aussi à ce type d'obus en expliquant qu'eux, ils en avaient des centaines de milliers et qu'ils pourraient aussi les utiliser en Ukraine s'ils voulaient. C'est intéressant ceci parce que bon, la menace nucléaire elle est agitée régulièrement par Vladimir Poutine. À chaque fois,
On a tendance à dire c'est un signe de fébrilité, pas forcément, encore une fois, depuis le début, comme je dis que cette guerre est conduite quelque part sous parapluie nucléaire. C'est normal de rappeler l'existence de ce parapluie de temps en temps, ça fait partie, j'ai envie, de ce nouveau jeu, quoi. C'est un peu nouveau normal. Maintenant, là on est sur quelque chose d'encore un petit peu plus particulier, parce que ça arrive dans un contexte, et notamment le président polonais, au micro de Dariusz Rochebin, c'est cette semaine, le 24 mars, dit, en tout cas l'entretien a été publié le 24 mars, je l'ai vu sur Twitter, c'est cette semaine donc dit inquiet d'une provocation possible de la Russie dans le corridor de Suwałki, qui, je rappelle, est le seul lien terrestre entre les États baltes et le reste de l'OTAN. Donc ça fait une soixantaine de kilomètres de large, c'est une bande de terrain polono-lituanien qui passe entre l'exclave de Kaliningrad russe et le territoire biélorusse. C'est une hypothèse intéressante puisque le président polonais mentionne l'hypothèse d'une provocation par les forces biélorusses et non pas russes. Et dans le contexte du déploiement d'armes tactiques en Biélorussie, on peut se demander si Poutine n'offre pas ça à Loukachenko en garantie de sécurité. Alors, de manière générale, d'abord, pour lui dire, tu es sanctuarisé aussi, tu crains rien, tu vas pas être envahi par les Polonais, mais aussi peut-être pour qu'il lance cette provocation. C'est-à-dire que, sans parler immédiatement d'une invasion des pays baltes, une invasion du corridor sur quelques dizaines de kilomètres, par exemple, simplement pour couper la route des pays baltes et d'une certaine manière les prendre en otage, sans les envahir, mais mettre en place une sorte de blocus terrestre autour d'eux, ça pourrait être une première étape d'escalade, afin de tester la résistance directe de l'OTAN, en comptant que si une invasion des pays baltes pourrait effectivement scandaliser la population, couper simplement une route, ça serait quelque part encore en dessous du seuil de lâcheté, on va dire, de certains gouvernements européens qui pourraient à ce moment-là préférer jouer l'apaisement et dire c'est le genre de truc qu'on est habitué à entendre à propos de l'Ukraine, dire non, si on continue, il va envahir les États baltes, donc il vaut mieux négocier, vous voyez, pour être ce genre de calcul. En tout cas, à propos de la Russie toujours, l'autre grande actualité de la semaine, c'était naturellement la visite de Xi Jinping en Russie. Alors Xi Jinping qui a un pouvoir renouvelé à domicile, puisqu'il a été réélu à l'unanimité par le Parlement chinois. Et donc, après la victoire diplomatique remportée au Moyen-Orient en rouvrant les relations Iran-Arabie Saoudite, Xi est donc venu envoyer un nouveau signal en visitant l'allié stratégique de la Chine et en tenant à nouveau un discours très anti-occidental. De semaine en semaine, donc, ça c'est intéressant, on voit le bloc sino-russo-iranien se dessiner. J'aime bien cette appellation de bloc. Je la trouve parlante. Elle correspond géographiquement à ce qu'on voit, c'est-à-dire une grosse masse comme ça en Asie. Et puis à mon avis, c'est un mot qui fera très bien dans le livre d'histoire, après l'Axe durant la Seconde Guerre mondiale, le pacte durant la guerre froide, le bloc contre les Alliés, je pense que ça fait partie du genre de choses qui marquent bien. Parce que reparler d'Axe, ça fait redite. Et puis là en plus ça, au plan géographique, ça ressemble vraiment un peu à la tellurocratie totale quelque part, cette volonté d'empire asiatique contre la thalassocratie totale qui est l'empire américain d'une certaine manière. Pour autant, donc, aux États-Unis, Joe Biden, lui, a indiqué le 24 mars que jusqu'à présent, la Chine n'avait pas fourni d'armes à la Russie, malgré les préoccupations fournies par les pays occidentaux à ce sujet. Donc, j'en parlais l'année dernière que les États-Unis voudraient mettre en place des sanctions dès qu'ils pourront le prouver, mais bon, pour l'instant, il dit que c'était pas le cas. Et il a dit cela ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas, mais ils ne l'ont pas encore fait. Et il a ajouté « Je ne prends pas la Chine à la légère, je ne prends pas la Russie à la légère ». Et il a ajouté qu'il pensait que les informations faisant part de leur rapprochement avaient été exagérées. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, je trouve que le propos est bizarre. Alors, est-ce qu'il y a encore une espèce d'espoir funeste, selon moi, puisqu'illusoire, des USA de pouvoir séparer la Russie de la Chine ? Auquel cas, c'est une grave illusion qui pourrait amener à des grosses déconvenues. Ou bien est-ce qu'il s'agit simplement du théâtre un peu qu'il s'agit de donner dans le cadre de la lutte d'influence dont j'ai déjà parlé, une lutte d'influence internationale qui fait partie de cette confrontation, où l'objectif c'est d'avoir internationalement le rôle du gentil quelque part, et donc ne pas avoir l'air de pousser l'attention justement et de saisir, de faire flèche de tout bois pour faire monter l'escalade vis-à-vis de la Chine. C'est peut-être dans ce cadre-là que ces propos ont été tenus.
Terminons par l'Asie. On a appris cette semaine que la fourniture de renseignements par les USA avait permis à l'Inde de prévenir une nouvelle incursion des militaires chinois sur le territoire indien, ou plutôt d'éviter que l'incursion qui a eu lieu en décembre dernier, l'incursion du Tawang dans l'Arunachal Pradesh, donc sur le côté opposé à la frontière, sino-indienne, par rapport à ce qu'il y avait eu avant au Ladakh. Ça, c'est à l'autre bout. Il y a eu une confrontation en décembre dernier. Et donc, Washington aurait partagé des détails de renseignements en temps réel avec New Delhi, ce qui est une première pour le partenariat de sécurité de pays. Et ces informations auraient aidé à empêcher que la confrontation donc, entre la Chine et l'Inde, qui a eu lieu en décembre, ne dégénère en un conflit plus grave. En l'occurrence, plus de 250 soldats chinois et indiens se sont retrouvés face à face à la frontière du pays, entraînant une augmentation significative des tensions. L'armée indienne, confirmant l'incident de décembre dans une déclaration tardive, avait déclaré que les soldats chinois étaient 4 fois plus nombreux que leurs homologues indiens et étaient armés d'armes rudimentaires, notamment de gourdins à pointe, de poings de singe, je ne sais pas ce que c'est, et de pistolets, est-ce que c'est des poings américains, l'équivalent, et de pistolets paralysants lorsqu'ils ont, donc des tasers, je suppose, lorsqu'ils ont attaqué les unités indiennes dans la zone tendue du Yangtze, du secteur Tawang de l'état d'Arunachal Pradesh. Les États-Unis ont informé les responsables indiens à ce moment-là des dernières positions chinoises et d'une montée en puissance de l'armée populaire de libération, d'après US News, qui citait des responsables anonymes au courant des détails du conflit frontalier. L'Inde a reçu des images satellites exploitables avant l'affrontement, qui étaient plus détaillées et livrées plus rapidement que d'autres mises à jour de renseignements similaires partagées par les États-Unis dans le passé, d'après le rapport, donc un accroissement de ce que les États-Unis fournissent. Et à ce moment-là, au moins 50 soldats indiens ont été rapidement mobilisés en pleine nuit pour répondre à l'arrivée des 200 soldats chinois, des sources ayant déclaré aux médias indiens à l'époque que l'affrontement c'était juste des bousculades essentiellement, puisqu'il s'agit de ne pas se tirer dessus pour ne pas déclencher une guerre pour l'instant. Mais à ce moment-là, donc, on voit qu'en fait, si les Indiens n'avaient pas été informés, ils n'auraient pas pu envoyer même ces 50 soldats, ils n'auraient pas pu donc bloquer les 200 soldats chinois qui auraient probablement encore gratté du territoire. Donc le partage d'informations entre les États-Unis et l'Inde a pris l'armée populaire de libération chinoise au dépourvu et a provoqué la colère de la Chine, puisque ça l'a obligé à repenser son approche pour occuper des terres le long de la frontière, selon le rapport US News. Selon la même source, les États-Unis avaient tout donné à l'Inde pour qu'elle soit pleinement préparée à cette incursion, ajoutant que les troupes donc, du pays attendaient les troupes chinoises. Alors pour ça, c'est important parce que ça montre que les USA ne se contentent pas d'essayer de séduire l'Inde quelque part en soulignant la menace chinoise, alors disant attention, ils vous menacent, mais qu'il y a un vrai travail de soutien avec des informations donc, qui en l'occurrence ont permis d'éviter un affrontement plus grave. Le problème, c'est qu'inversement, ça peut avoir un effet qui accroîtrait les tensions, dans la mesure où jusqu'ici, si la Chine n'a pas recherché la guerre, justement, c'est parce qu'elle avait toujours le sentiment de pouvoir travailler en dessous du seuil de déclenchement de la guerre par ces méthodes de grignotage. Si maintenant les Indiens sont suffisamment informés par les Américains pour que le grignotage ne soit plus efficace, peut-être que ça va pousser la Chine non pas à laisser tomber son grignotage, mais à passer à des manœuvres plus violentes pour essayer d'obtenir ses objectifs stratégiques qui sont d'obtenir une meilleure frontière sur l'Himalaya, je le rappelle, parce que les Chinois savent que dans quelques décennies, il y aura plusieurs centaines de millions d'Indiens de plus que de Chinois, et qu'à ce moment-là, ils veulent avoir une muraille, si possible naturelle, pour être capable de continuer à être en sécurité dans le siècle suivant, et pas craindre une hégémonie indienne. Inde toujours, mais politique interne cette fois-ci, mais c'est important aussi. Manœuvre un peu similaire dans la politique indienne à celle qui a été diligentée contre Imran Khan au Pakistan l'année dernière. Rahul Gandhi, le principal opposant à Narendra Modi, qui est le député et chef de file du parti du Congrès, a été démis de son mandat de député à la Lok Sabha, la chambre basse du Parlement, vendredi 24 mars, après sa condamnation pour diffamation envers le Premier ministre par un tribunal de Surat, dans le Gujarat. C'est pas très démocratique ça, d'être condamné pour diffamation pour un député envers un autre politicien et de perdre son siège pour ça. Alors il faut savoir que le tribunal de Surat, en l'occurrence, dans le Gujarat c'est l'ancien fief politique de Narendra Modi, qui continue d'exercer pas mal d'influence, donc ceci sent quand même la magouille judiciaire et
et qu'on appelle ça le lawfare, hein, vous savez, c'est-à-dire l'usage de moyens juridiques pour obtenir des résultats politiques. Rahul Gandhi a été condamné donc à 2 ans de prison pour des propos qui avaient été tenus 4 ans auparavant, pendant la campagne électorale 2019, quand il avait déclaré « Tous les voleurs ont maudit comme nom de famille ». Il fait référence à ce moment-là à 3 personnalités qui portaient le patronyme maudit. Et donc les 2 premiers étaient effectivement déjà qui avaient été condamnés. Le 3e c'était Narendra Modi. Donc c'est une manière de l'assimiler à cela et donc à le désigner comme un voleur en fait. Hein. Donc c'est effectivement pas très élégant, mais enfin la conséquence paraît hors de proportion. Rahul Gandhi a fait appel de cette décision, mais le Parlement n'a pas attendu le résultat pour le priver de son siège de représentant. Il a indiqué, le Parlement, dans la note, le communiqué qu'il a rédigé, que la disqualification de Gandhi était effective depuis le 23 mars, en vertu d'une loi stipulant que les parlementaires reconnus coupables d'un délit ou d'un crime et condamnés à au moins 2 ans de prison perdent leur statut de député. En effet, il faut savoir que la législation indienne interdit de se présenter à une élection durant 6 ans aux personnes qui ont été condamnées à une peine d'emprisonnement de 2 ans ou plus. Donc ça les rend inéligibles, et en même temps ça leur fait perdre un siège s'ils l'ont déjà. Pour les experts juridiques indiens, cette disposition cependant ne devrait pas s'appliquer à des cas de diffamation, et c'est vrai qu'on imagine qu'une telle disposition, dans une démocratie, c'est plutôt fait pour viser la corruption ou des délits ou des crimes graves, pas la diffamation qui peut arriver très vite dans le cadre d'un débat politicien un peu virulent. Donc on est actuellement à 1 an des élections nationales et cette décision, ça apparaît effectivement un coup judiciaire pour empêcher le député d'être candidat. Les principaux partis d'opposition ont d'ailleurs condamné naturellement ce qui est vu comme une volonté de bâillonner et de faire taire l'opposition. Et le parti du Congrès a affirmé qu'il continuerait à faire entendre sa voix néanmoins. Donc Rahul Gandhi, vous le savez, j'en ai déjà parlé, c'est la figure centrale de l'opposition à Narendra Modi, tant au sujet de son idéologie vous savez, de suprématisme hindou à l'intérieur, notamment contre les musulmans, mais aussi sur l'offensive territoriale de la Chine dans l'Himalaya, puisque le parti du Congrès, pour le coup, a tendance énormément à critiquer et à considérer que le gouvernement Modi ne dit pas toute la vérité sur les attaques de la Chine. Et ça, c'est intéressant. Je renvoie aux anciens bulletins où je citais ces propos, ça devait être il y a 1 mois à peu près, sur le fait que le Pakistan et la Chine menaçaient conjointement l'Inde d'une guerre sur 2 fronts. Et en effet, il faut voir que, curieusement, le nationaliste, celui qui est le nationaliste, Modi, et qui est souvent il est timoré contre la Chine, peut-être en partie parce qu'il craint que l'Inde ne soit pas au niveau pour un affrontement, peut-être parce qu'il pense qu'un affrontement avec l'Inde le rendrait trop dépendant des Occidentaux, et qu'il ne veut pas l'être, puisque la fierté nationaliste indienne fait qu'ils ne veulent pas se retrouver à nouveau plus ou moins dans la main des anglo-saxons. Donc ça peut se comprendre, mais du coup, pour le coup, ce qui arrive à Rahul Gandhi serait plutôt à l'avantage de la Chine qu'à son désavantage. Et pour finir en Asie, au Japon, le Premier ministre Kishida s'est rendu en visite à Kiev et a également annoncé avoir l'intention d'inviter Narendra Modi, justement, au prochain G7 d'Hiroshima. L'intervention de ces 2 informations la même semaine où Xi visitait la Russie, montre bien comment le conflit russo-ukrainien devient un petit peu la ligne de partage à l'échelle mondiale, y compris entre des gens qui ont, pour le coup, pas tellement d'intérêt là-bas, que ce soit la Chine ou le Japon. Mais ça montre combien aussi les alliés tentent, c'est-à-dire les Occidentaux et la Corée du Sud, le Japon, etc., tentent de mettre en place une sorte de ceinture de contention autour du bloc en Europe et en Asie du Sud-Est. Et cependant que le bloc, lui, tente, via le Moyen-Orient, donc Iran et Arabie Saoudite, de se projeter en direction de l'Afrique, où là, vous avez Wagner, vous avez les entreprises chinoises, etc., qui se développent. Donc voilà quelle est l'image qu'on a un petit peu cette semaine. Je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal de tensions qui réapparaissent autour de l'Azerbaïdjan en particulier. Et ce sont là aussi des dossiers qui va selon moi falloir suivre, d'autant plus, c'est pas surprenant, c'est dans la continuité de ce qu'on pouvait attendre, mais encore une fois, j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, mais on sent effectivement une accélération dans ce partage du monde et la montée de cette espèce de clivage dans le cadre de la confrontation géostratégique qui a débuté.
et dont je vous continuerai à vous tenir, j'écoute trop ma fille, à vous tenir informé dans les semaines et les mois qui viennent. Et en attendant, je vous retrouverai pour d'autres formats. D'ici là, probablement un format court. Il n'y a pas de live cette semaine puisque ce sera le live des abonnés à la fin de la semaine. Si vous découvrez la chaîne avec ces bulletins, je vous encourage encore une fois à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si les contenus vous intéressent, surtout si vous ne voulez pas rater les prochains bulletins, et aussi à faire, si vous arrivez avec le bulletin, à faire un petit tour sur la chaîne pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qui vous intéressent, notamment les analyses un petit peu plus approfondies. Je vous retrouve donc pour les prochains formats et vous dis d'ici là de ne pas vous laisser faire.